toujours respecter la Constitution. Je crois que le problème pour moi, c'est que 2015 paraît encore loin. Entrer dans les débats sur 2015, qu'est-ce qu'il faut faire, qui va être candidat ou qui tu dois soutenir et tout ça, je pense que ce n'est pas d'un intérêt pour moi aujourd'hui. Je pense que c'est mon choix qui va être déterminant. Je sais aussi où sont les limites de mes forces, de mon intelligence. C'est à moi surtout de choisir. Vous êtes au pouvoir depuis un moment. C'est-à-dire, vous avez oublié? Oui, j'ai oublié. Depuis 1987 oui, voilà. Vous pensez déjà à une possibilité, à une éventualité d'alternance au Burkina Faso? Non, peut-être que vous appelez alternance. 15 octobre 1987. Blaise Compaoré arrive au pouvoir par un coup d'état sanglant qui coûte la vie à Thomas Sankara. 27 ans durant, le président Compaoré va régner sans partage. Pour rester au pouvoir, il se voit obligé de modifier la Constitution. Un projet très contesté qui fait monter la tension au Burkina Faso. Partout dans le pays, pouvoir et opposition, pro et anti-modification constitutionnelle se défient par marche et meeting interposés. On est tous CDP parce que CDP veut dire Compaoré doit partir. En réalité, le compte à rebours de la chute de Compaoré est enclenché. Mardi 21 octobre 2014, la nouvelle tombe enfin sans surprise. Au cours d'un conseil de ministres extraordinaire, le gouvernement annonce l'introduction à l'Assemblée nationale du projet de modification de l'article 37 de la Constitution. Cet article-là même qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. En application du titre 15 de la Constitution, le Conseil extraordinaire des ministres a adopté un projet de loi portant révision de la Constitution. Le Conseil des ministres extraordinaires, vraiment moi j'étais heureux ce jour-là. Parce que dès que le Conseil des ministres est fini, on m'a appelé dans mon champ pour dire que ce que vous avez prédit est arrivé, le type il a touché. Je dis à quoi? Qui a touché? Il me dit Blaise. Je dis Blaise a touché à l'article 37 que oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le Conseil des ministres extraordinaires et que Blaise maintenant a décidé en tout cas de se jeter dans la mare. J'ai éclaté de rire. Bon, on me dit, mais pourquoi? J'ai dit, mais donc tout est fini. Blaise est parti, c'est tout. J'ai souvent dit, je dis, si Blaise il touche à l'article, il va avoir chaud. S'il ne touche pas à l'article, il va avoir chaud. Il préfère toucher et avoir chaud. Il y avait l'option, évidemment, c'était vraiment l'idéal, cerise sur le gâteau, que Blaise Compaoré, à la fin de son mandat en 2015, parte et cède le pouvoir à un président constitutionnellement élu. Sauf que dans son mode de fonctionnement, Blaise n'a jamais intégré ça. Pour lui, il est élu et il doit mourir au pouvoir. Et puis ensuite, il a toujours considéré qu'il y avait des risques. Pour ce qu'il a fait au niveau national, avec Sankara Norbert, mais aussi ce qu'il a fait au niveau sous-régional avec le Libéria. Désormais, le coup de force constitutionnel de Compaoré est à la une dans tout le pays. Les organisations de la société civile montent au créneau. Le Ballet citoyen, mouvement de jeunesse créé par 2 artistes engagés, le rappeur Smokey et le reggaeman Sams Kalija, multiplie les actions. La désobéissance civile est lancée. Oui, ça suffit. La version donc avec le brother Kizito tous les dimanches 10h, 11h45 sur votre radio Omega FM. Et merci pour ces centaines de messages qui nous arrivent. On dira un big up à la sœur Adji depuis Tampui. Elle dit que ben voilà, net quand il était l'heure pour l'émission,
Ils ont coupé courant. Elle a fui à la boutique acheter des piles pour venir mettre dans sa radio. Vous n'avez pas raté une seule seconde de cette émission. L'article 37 est l'article le plus célèbre au Burkina Faso. Et je me souviens à l'époque, lors d'un de mes concerts, j'avais dit que tous ceux qui allaient toucher à l'article 37 allaient manger leur totem. Apparemment, les Blaise Compaoré, on pensait que, voilà, on s'amusait quand on le disait. Pour répondre à la forfaiture de Blaise et de ses gars, il fallait un discours radical. Nelson Mandela l'a dit, c'est celui qui est en face qui détermine notre mode d'action, si elle doit être violente ou non violente. Et il fallait que de façon définitive, avec toute la détermination, avec toute l'énergie qu'il fallait, qu'on réponde à ça. C'est ce qui a fait qu'on s'est retrouvé avec d'autres organisations de la société civile et pour appeler et sonner la mobilisation. Il y avait quand même la nécessité d'avoir une organisation. Et donc, nous nous sommes réunis immédiatement et nous avons décidé quand même de prendre le lead de cette organisation-là pour pouvoir fédérer les partis politiques les partis politiques d'opposition qui peuvent mobiliser le plus et aussi certaines organisations de la société civile. Et dès ce 21 là, dans la nuit, nous avons commencé les contacts pour pouvoir mener cette organisation-là. À partir du moment où on était tous d'accord qu'il fallait des actions de terrain. Et certains ont voulu qu'on l'appelle blocus, d'autres ont voulu qu'on l'appelle barrage, d'autres ont voulu, voilà. Donc, on a fait divisé la ville de Ouagadougou en 10 zones. 10 zones de foyers, on va dire, actifs, permanents, du 21 jusqu'au jour du vote. Voilà ce qu'on s'était dit au départ. Tous les jours, il fallait s'aimer la merde dans la ville de Ouagadougou. De nuit comme de jour. C'était le principe de base. L'idée était que dès ce 21-là, il ne se passe pas une journée, une heure, sans que les Burkinabés ne sentent, n'entendent, ne voient qu'il y a problème. On bulle ce soir. Voilà, on va gâter tout ce soir-là. Moi, j'appelais mes vieux pères. Je dis, bon, les gars sont en train de vouloir nous pousser à d'autres choses. On n'a pas l'intention de faire de la violence. Mais si on prône la non-violence, c'est parce qu'on connaît la violence. Il ne faut pas nous pousser. Voilà. Donc, déjà, la tension était en train de monter. Tous les yeux sont désormais rivés sur l'Assemblée nationale. La réaction de l'opposition politique est immédiate. Lors d'une conférence de presse, le chef de file de l'opposition appelle les députés à voter contre le projet de modification de la loi. L'opposition est en tout cas confiante que nos honorables députés vont majoritairement repousser ce projet de loi qui ouvre des perspectives sombres pour notre pays. Fort de cela encore, elle invite vraiment une fois de plus les députés du groupe UPC et ADJ à resserrer les rangs et à opposer une résistance farouche à la forfaiture qui est en cours. Le mot d'ordre était très simple, il s'agissait de faire monter la pression populaire pour dissuader le président Blaise Compaoré et son gouvernement de procéder à la révision de la Constitution. Donc c'était un acte de dissuasion en réalité. Le 23 octobre 2014, la contestation bat son plein. Les étudiants de la cité universitaire de Kosodo passent à la vitesse supérieure. Parmi eux, Serge Bayala, étudiant en lettres modernes. Nous, on est né sous ce régime
On est en train de grandir sous ce régime et on prenait les risques d'y mourir. Et donc, pour ne pas prendre les risques d'y mourir et d'aller dire à Dieu que vous avez vécu avec un seul visage de président, il fallait s'assumer et sortir sans distinction aucune. On a décidé très rapidement de dire que si il veut passer en force, alors nul n'a le monopole de la force. Nous allons aussi employer des mécanismes de force qui vont consister très rapidement à nous faire entendre. Et donc ici, c'est le pont qu'on a choisi de barrer à ce niveau. On l'a choisi parce que pour nous, c'est très stratégique. Ça fait en sorte que le blocage aura l'effet escompté. Parce que on a vu ailleurs, beaucoup de voies ont été barrées, mais ça a permis aux gens de continuer à circuler de par les côtés. Mais en barrant sur le pont, ça ne permet plus aux gens véritablement de passer. Le message qu'on passait, c'était burkinabé nous sommes. Si il y a modification de l'article 37, alors nous avons échoué. Les forces de l'ordre sont venues et ils nous ont demandé de soulever les barricades. On leur a dit qu'il faut aller dire à Blaise de libérer Kossiam. Parce que lui, il a barré Kossiam depuis 1987. Et nous, ce n'est qu'une seule journée. Et donc, s'il y a quelqu'un qui trouble l'ordre public, c'est pas nous, mais c'est Blaise Compaoré. Et donc, il faut lui dire de quitter les lieux. Et donc, quand on a dit ces propos, c'était tellement avéré qu'ils ont commencé à sourire. Ils disent non, mon ami, il faut laisser ça, on est ensemble. On dit oui, c'est pourquoi nous, on va barrer, pour qu'ensemble, on s'affranchisse. Il y avait un cortège qui passait, deux cargos avec leur commandant du camp militaire. Donc quand ils sont arrivés, on a dit non, la loi c'est la loi, elle s'applique à tout le monde, sans exception aucune. Donc ils sont restés, ils ont laissé leur camion, ils ont essayé de traverser par là, pour ceux qui ont pu. Et là, à côté, avec on échangeait où ils disent que bon, en réalité nous-mêmes, ce que vous faites, franchement, on n'est pas contre, c'est franchement bien. Mais eux, ils ne peuvent pas, à cause de la tenue, ils ne peuvent pas faire tout cela. Et on échange, on dit voilà, donc si vous ne pouvez pas faire, il faut nous laisser faire. Et progressivement, peut-être vous allez venir dans la danse. Et comme c'était une action sur le terrain avec laquelle ils sympathisaient, voilà, ils ont donné 1000 francs pour qu'on paye de l'eau. Et donc ces éléments nous ont confortés. Et ça a mis beaucoup de camarades en confiance. Parce que beaucoup croyaient encore jusque-là que l'armée était du côté de Blaise. Le groupe parlementaire Alternance Démocratie votera contre ce projet d'ordre du jour. Mon groupe appelle donc, comme il a exprimé lors de la conférence des présidents, à voter contre le présent projet d'ordre du jour. Le groupe parlementaire ADFRD, en accord avec ce projet d'ordre du jour, votera pour son adoption. L'adoption du projet de loi relatif à la modification de l'article 37 est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. La loi sera soumise au vote en plénière. À l'hémicycle, le rapport de force est à l'avantage du président Compaoré, même s'il ne dispose pas de majorité requise. Le vote de la loi est fixé pour le 30 octobre 2014. Le maintien de Compaoré semble irréversible. Son parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès, invoque la légalité pour défendre ce projet de modification constitutionnelle. On peut considérer que le président Blaise Compaoré, ayant fait déjà 27 ans au pouvoir, ça c'était trop. C'était le mandat, ce troisième mandat éventuel était le mandat de trop. On a le droit de le penser. Mais il faut également accorder le droit aux Burkinabés qui pensaient que c'était utile pour le pays, que M. Blaise Compaoré assume un troisième mandat, un nouveau mandat en quelque sorte, de 2015 à 2020. Il faut leur accorder le droit de penser cela et d'être prêt à voter pour un référendum pour cela, d'être prêt à l'Assemblée nationale, c'est ce qui était mon cas, à voter dans ce sens-là. Au moment où la question était en débat, effectivement, nous voulions que Blaise Compaoré assure un nouveau mandat et que la transition, que le changement de direction du pays soit envisagé plus tard.
Ça, c'était bien notre position. Nous estimions que le président Compaoré, du haut de son expérience, de sa sagesse, de son expertise, de sa capacité à résoudre certains conflits vraiment, je dirais, quasiment insolvables. Et fort de ces acquis-là, nous estimions que à 63 ans à peine, il vient d'avoir 64 ans, pendant que dans d'autres pays, je prends la Tunisie, suite à la révolution, je ne vous apprends pas que la Tunisie a été justement le berceau des printemps arabes. Et après 4 ans d'errance, d'errement et de désillusion, ils sont retombés finalement, une révolution qui est partie de la jeunesse d'abord, des printemps arabes, ils sont retombés sur un président qui a 82 ans. Donc le nôtre avec 64, donc qu'il vient d'avoir récemment, nous estimons qu'il aurait encore de la marge pour quand même stabiliser cette phase critique de l'évolution démocratique de notre pays. Petit à petit, le temps monte. Chacun campe sur sa position. Ouaga se prépare à des jours chauds. Ce matin du 24 octobre, une intense fumée de pneus brûlés réveille les Ouagalais. Nous sommes sortis autour de 4h30. Le temps de réunir le matériel, notamment les punais, l'essence qu'on avait sur nous, qu'on avait payé la veille, le temps de réunir tout ce qui pouvait nous permettre de barrer la route, il était autour de 5h, 5h30, et à partir de 5h30, on a commencé à allumer le feu. D'autres jeunes sont venus se joindre à nous. Donc il y avait environ 7 ou 8 foyers ce jour-là qui étaient actifs. Si bien que les CRS qui devaient faire leur patrouille étaient par moments débordés. Donc quand ils viennent à nous déjà, avant de nous quitter 5-10 minutes, ils ne peuvent pas arrêter et continuer ailleurs. Mais de toute façon, notre détermination était telle que nous étions prêts même ce jour que les CRS nous attrapent. La patrie ou la mort, nous restons. La patrie ou la mort, nous restons. Il fallait tous les matins empêcher les populations d'évacuer tranquillement à leurs occupations. Il fallait le faire, de sorte à les obliger à adhérer à la cause que nous sommes en train de défendre. On aime à le dire, la sagesse nous l'enseigne, la vérité ne vient que de la bouche des enfants et des fous. Et je retrouve un autre fou de la reggae music, le brother Eli Kamano. Oui, on avait contacté les partis politiques de l'opposition qui étaient avec nous à l'époque par rapport au combat de l'instant et aussi d'autres organisations de la société civile. Contrairement au mot d'ordre qui avait été donné de brûler des pneus sur la voie, nous n'allons pas brûler de pneus, mais nous allons bloquer une partie de la chaussée. Ce que j'ai fait, on a disposé des barricades et laissé un petit couloir. On ne les empêchait pas de passer, mais 2 véhicules ne pouvaient pas passer. On filtrait les véhicules. Et moi, j'étais là avec mon mégaphone pour passer le message à tous ceux qui passaient. Voilà. Blaise Compaoré, tu as trop travaillé, le peuple te dit merci, maintenant va te reposer. L'ADF-RDA soutiendra ce projet de la majorité de modifier la Constitution. Elle a précisé sa position au cours d'une session du bureau politique qui s'est réunie à Ouagadougou ce matin. Malgré la mobilisation grandissante contre la modification constitutionnelle,
C'est le pouvoir en place qui va marquer une victoire d'étape très importante. Contre toute attente, l'ADF-RDA, la troisième force politique du pays, se rallie au projet de modification constitutionnelle. À l'Assemblée nationale, le pouvoir détient à présent la majorité requise pour faire passer la loi. Plus besoin d'un référendum à l'issue incertaine. Je discute tout le temps avec les chefs des autres partis, et notamment avec l'ADF-RDA, qui était jusqu'à, disons, à 2 ou 3 semaines de l'insurrection populaire, était sur notre position, à savoir voter contre la modification de l'article 37 à l'Assemblée si d'aventure le texte était proposé. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. L'ADF-RDA et Gilbert Noël Ouédraogo ont subitement changé de camp. L'ADF-RDA a basculé donc du bon chemin au chemin du diable. Je dis chemin du diable parce que ce sont eux qui ont amené donc le pays à cette insurrection populaire. Dans une république, est-ce une faute d'être courageux et d'assumer ses convictions? Dans une république, est-ce une faute d'être attaché farouchement à la paix et de refuser la violence? Bien entendu, on a été déçus parce qu'on attendait que l'ADF vienne s'adjoindre un peu au camp du refus, mais en même temps, on savait que c'était une voie sans issue. L'ADF-RDA appartenait à la majorité. Il ne faut pas oublier ça. Elle n'a jamais quitté la majorité. Elle n'était pas membre de l'opposition. Au regard de la situation nationale, pour préserver la paix, il est bon que l'ADF-RDA opte pour le compromis qui a été trouvé avec la majorité, qui est celui de faire en sorte que nous puissions avoir des élections apaisées. C'est-à-dire accepter le principe donc, de la modification qui maintient la limitation de mandat. En la matière, ici, dans notre pays, les convictions sont solubles dans l'argent. Donc, il faut croire qu'à un certain moment, l'ADF-RDA quand même est passé à la caisse. Résumer une prise de position politique à des questions pécuniaires serait vraiment... Il n'y a pas d'autre mot, une injure pour eux. J'estime qu'ils ont fait un choix en toute liberté, en toute conscience. Et ils ont estimé que le choix de la paix pour le Burkina, c'était celui du CDP. Il n'y a pas de mallettes lourdes, à ma connaissance, qui ont circulé. Mais ça fait partie de la vie politique, surtout au Burkina, est entouré de rumeurs de cette nature-là. Le CDP triomphe et voit déjà Compaoré reconduit pour 3 nouveaux mandats. Lors d'un meeting à Waïgouya, les femmes du parti célèbrent leur victoire. Cette rencontre était l'occasion pour les différents intervenants de faire une mention spéciale à l'Alliance pour la démocratie et la fédération, Rassemblement démocratique africain ADF-RDA, pour son accord au projet de loi pour le référendum. Le dimanche 26 octobre dans la matinée, un cortège impressionnant de motos fait le tour de la ville. Les manifestants marquent des arrêts devant les domiciles des députés de la majorité pour y livrer un message. Le 30 prochain, Madame Trabo, c'est 30. Et la mission que le peuple lui a confiée, le peuple décidera de lui attribuer le sort en toute liberté et en toute conscience. Merci. Le 26, le mouvement Rassemblement avait une caravane de motos pour tourner dans les domiciles des députés, pour les demander de voter utile, d'être aux côtés du peuple, parce qu'ils sont là pour le peuple. Mais malheureusement, parce qu'on nous disait que non, même si ça passait, il y a des députés qui allaient voter contre. Non. Parce qu'on était arrivé à un moment où on ne pouvait plus s'asseoir sur 2 chaises. Soit tu étais du côté du peuple, soit tu étais du côté du clan Compaoré. Les partis de la majorité dénoncent des actes d'agression contre les députés issus de ces rangs. Des individus se sont rendus au domicile de certains élus pour proférer des menaces. Selon le coordinateur des partis de la majorité, Assimi Kwanda, ces faits constituent des actes attentatoires à l'inviolabilité du domicile et la liberté du député dans l'exercice de ses prérogatives constitutionnelles. Face à la pression grandissante, Assimi Kwanda, le secrétaire exécutif national du CDP, se lâche.
Lors d'une réunion avec les conseillers de son parti, il dira ceci: s'ils brûlent vos maisons, brûlez les leurs. Le gouvernement sent les choses lui échapper. Pour calmer le jeu, il décide de fermer à partir de ce lundi matin écoles et universités. Pas assez pour démonter Serge Bayala et ses camarades. Dès cette annonce, les étudiants intensifient la lutte. Personnellement, je me suis posé la question à savoir si pour des velléités de modification d'une loi, on bloque la formation de l'élite de demain parce que quelqu'un veut violer une loi, c'est que nous sommes dans la confirmation totale de notre catastrophe. Et je disais que c'était personnellement un moyen pour tous ces étudiants qui croient que nous souffrons véritablement de se mobiliser parce qu'on n'avait plus rien à faire, on n'avait pas de souci de devoir, on n'avait pas de souci d'être en retard. La mobilisation s'est faite avec le fait que les élèves et les étudiants n'étaient plus occupés par les cours. Alors, elle a produit l'effet contraire en étant le nerf névralgique de cette mobilisation. Le cadre de débat appelé 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique devient l'espace important de mobilisation des étudiants sur le campus. Tous les jours, les étudiants se rendent pour passer les mots d'ordre. Les étudiants sont restés pendant longtemps en marge de tout ce qui se préparait comme révolte, tout ce qui se préparait comme action militante. Parce que pour certains, tant qu'on ne touche pas le point saillant de leur être, il n'y a pas de moyen de bouger. Mais quand on a dit que les restaurants universitaires allaient être fermés, ils ont commencé à comprendre qu'il fallait qu'on se mette ensemble dans les rues pour chasser ce régime le plus tôt possible. Et donc, ce qu'on a fait pour mobiliser, malgré les conditions qui n'étaient plus favorables, parce que tout le monde était parti, qu'est-ce qu'il faut faire? Notre salut, c'était les réseaux sociaux, et notamment le cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique, qu'on a continué à rendre fonctionnel, et auquel les étudiants venaient de plus en plus. Et on disait aux uns et aux autres, les 50 quand vous faites une souscription de 50 SMS, au lieu d'agacer des filles avec, envoyez-les aux autres camarades pour dire que le 30, tout le monde doit être dans la rue. Toujours à la charge, le mouvement Le Balai Citoyen organise une conférence de presse pour appeler à l'intensification de la désobéissance civile. Il profite d'ailleurs de l'occasion pour appeler les Burkinabés à se rendre massivement à l'Assemblée nationale le 30 octobre pour assister au vote de la loi. Les plénières de l'Assemblée sont des sessions publiques donc ouvertes aux citoyens. Soyons donc toutes et tous à l'Assemblée nationale le jeudi 30 octobre 2014 à partir de 12 h pour assister au débat des députés ainsi qu'aux votes qui suivront, car c'est l'avenir de notre pays qui est en cause. Au Carrefour, on s'était arrêté pour attendre des gens. Il y a une vieille qui a poussé son vélo, qui est venue vers moi. Ah, il y a faux là, Samska le gars, ouais. Je dis oui. C'est toi, Samska le gars, je dis oui. Que ça fait des jours qu'elle me cherchait. Qu'elle n'a rien pour moi. C'est toutes ces bénédictions qui m'accompagnent. Et la vieille a détaché son panier comme ça. Elle a enlevé un billet de 1000 francs. Que prend ça? Payer de l'eau. Vous êtes des intègres. Même à Burkinabé. À cause de vous, nous là, on a su pourquoi on a souffert 9 mois pour mettre les enfants au monde. Allez-y, rien ne va vous arriver. Vous avez nos bénédictions. Pour les femmes blessées dans la crime, il faut qu'on soit présent. Pour les crimes économiques, pour Meblé, pour Zono, pour Congo, pour Umaru, pour Gabon, pour Thomas Sankara, il faut qu'on soit tous présents aujourd'hui. J'étais
content, heureux d'avoir cet âge à cette époque de l'histoire de notre pays. Je n'en voudrais pas à des enfants parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Je n'en voudrais pas à des vieillards parce qu'ils étaient fatigués. Mais des jeunes comme moi, qui n'étaient pas conscients de ce qui se passait, de ce qui était en train de s'écrire et qui dormaient chez eux à la maison, ben, je ne pouvais pas comprendre ça. Et dès ce soir, les femmes se sont donné rendez-vous donc pour manifester contre le référendum. À ce sujet, nous recevons le maire de Ouagadougou, Maranyel Boudou. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Alors, nous sommes dans un état de droit et de ce point de vue, l'état de droit s'assumera. La commune s'assumera. Parce que nous allons prendre les dispositions pour que cette marche n'ait pas lieu. Autrement dit, nous allons encourager l'anarchie dans cette ville. Les mesures, c'est pour encadrer la marche ou pour interdire la marche? C'est pour interdire la marche, elle est illégale. Malgré l'interdiction du maire de Ouagadougou, la marche a bel et bien lieu dans l'après-midi du 27 octobre. Les femmes parviennent sans problème à contourner les dispositifs sécuritaires de forces de l'ordre. J'ai entraîné mes soeurs, mes cousines, tout le monde à la marche des spatules, tout le monde avec la spatule. Je sais que on va dire que dans nos cultures africaines, excusez-moi les termes que je vais employer, brandir la spatule comme un homme, contre un homme, c'est déjà en premier lieu lancer une malédiction sur sa virilité. Déjà, on nous a toujours dit que quand tu touches un homme avec une spatule, tu le rends impuissant sur place, qu'en fait c'est un truc à ne pas faire, mais aussi que tu lui lances des malheurs. Et que dès qu'on menace en fait un homme en brandissant une spatule, on a appris dans notre culture à tous les hommes, quand une femme en arrive jusque-là, mieux vaut ne pas lui tenir tête. Et je peux vous faire une confidence, elles étaient prêtes à aller dans une manifestation où elles seraient complètement nues. Alors là, la malédiction allait encore augmenter de gravité. Quand une femme se lève, les hommes tremblent, les hommes verront tremblent, les enfants verront tremblent. Il y avait des mères, des mamans, c'était pas uniquement des jeunes filles, il y avait même très peu de jeunes filles. Il y avait beaucoup plus de femmes d'âge mûr qui sont venues là pour dire que non à l'imposture, à la forfaiture, et dire non au massacre de leurs enfants. Nous sommes des mères et nous avons des fils et des filles qui sont dignes de diriger le Burkina Faso tant que le président Blaise Compaoré. Nous ne voulons pas de pouvoir à vie. Nous ne voulons pas de pouvoir personnel. Nous devons libérer Ossiap, libérer Ossiap, libérer Ossiap, libérer Ossiap, libérer Ossiap. Au vu de la marche-meeting de l'opposition politique prévue pour le lendemain 28 octobre, le ministre de la Communication tente de reprendre les choses en main désespérément. Depuis le mercredi 22, date de l'annonce de l'avant-projet de loi pour la révision de la Constitution, et notamment son article 37, et nous assistons à beaucoup d'événements. Des appels à manifestation et des mouvements dans les rues de certaines villes du Burkina, et particulièrement à Ouagadougou, et des prises à partie de certains groupes de personnes contre d'autres. Et nous pensons que le gouvernement a essayé de garder sa sérénité pour faire face à cet ensemble de situations. Les manifestants peuvent manifester, mais ils ne peuvent pas empêcher les autres d'aller au travail. Les manifestants peuvent manifester, mais ils ne peuvent pas empêcher les autres de vaquer à leurs occupations.
Et d'ailleurs, je pense que c'est cela qui est républicain. C'est d'ailleurs pourquoi il faut aujourd'hui se méfier des actions qui sont menées depuis quelques jours dans les rues de Ouagadougou. Pour la journée de demain, nous disons que les services publics fonctionneront normalement. Les commerces fonctionneront normalement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour cet appel, j'allais dire, sensible, pour que la paix, la stabilité, la sérénité, la quiétude, en tout cas, soient préservées au Burkina Faso au profit de la maturité. Tout le monde était inquiet. Moi, personnellement, j'avais évacué toute ma famille au village, depuis le dimanche. Toute ma famille, parce que j'avais le pressentiment que ça allait cailler. Voilà. Pour quelqu'un qui vivait dans les quartiers, qui était vraiment proche de la population, il savait que c'était pas évident. Et que personnellement, j'avais anticipé, même mon ordinateur, j'avais fait un backup. Et j'ai confié mon disque dur à mon voisin. Le matin du 28 octobre, plus d'1 million de Burkinabés se retrouvent dans les rues. Une mobilisation sans précédent dans le pays des hommes intègres. À Ouagadougou, sur la mythique place de la Révolution, les leaders du ballet citoyen galvanisent la foule. Est-ce qu'il y a des hi-ha ici? On est sorti aujourd'hui, non? On est sorti, non? On sait pourquoi on est sorti, non? Vous savez pourquoi on est sorti, non? Tant que ce n'est pas réglé, on ne va plus rentrer. Camarades, les Blaise Ebola, les Assimi Sida, les comparés moutons, les escrocs du peuple, les politiciens véreux. Notre lutte est rentrée dans sa phase finale. Maintenant là, ça passe ou ça casse. Maintenant, c'est vraiment la patrie ou la mort. Ouagadougou, mais aussi Bobo Dioulasso, Waïgouya, Koudougou, Fada, Gawa, bref, toutes les autres villes du Burkina sont dans la rue. La contestation est à son paroxysme. Des manifestations de protestation contre le projet de loi portant modification de la Constitution introduit par le gouvernement à l'Assemblée nationale ont été organisées à travers le pays. Le gouvernement déplore les troubles qui ont entaché la fin des manifestations dans certaines localités. Ces troubles qui sont le fait d'individus et de groupes isolés ont occasionné des dégradations du bien public, obligeant les forces de l'ordre à intervenir. C'est ainsi que des adolescents, dont l'âge varie entre 10 et 15 ans, ont été interpellés par les forces de l'ordre et ont été relâchés en début de soirée du mardi 28 octobre 2014, conformément aux instructions de son Excellence le président du Faso, dont la conviction est que dans une société démocratique, seul le dialogue et le vote départagent les acteurs politiques. Ceux qui étaient en train d'en découdre avec les forces de l'ordre après la manifestation, c'était bel et bien des enfants. Il y a un qui est même venu me voir parce que son vélo était dans un état lamentable et je lui ai donné, je pense, 2000 francs pour qu'il aille réparer son vélo et rentrer chez lui tranquillement. Il a même perdu ses chaussures. Et quand vous regardez ce que faisaient les barrages sur la voie publique les jours précédents, la grande majorité, c'était des adolescents. Je ne vois pas un responsable en train de diriger des barrages sur la voie publique. La marche est bien finie. Pourtant, des centaines de jeunes manifestants refusent de rentrer à la maison. Ils tentent de forcer les dispositifs sécuritaires pour atteindre l'Assemblée nationale,
mais se heurte aux forces de l'ordre. C'est le début des violences. Il y a eu toutes les autres marches qui se sont passées, mais cette marche-là, on a voulu que ce soit le début, le vrai début de la fin, quoi. Voilà, c'est ce qui a fait que, quand on s'est retrouvé là, je me rappelle bien, je suis monté là, et c'est même là, je suis monté avec le mégaphone pour m'adresser aux jeunes, leur disant que le ballet citoyen est un mouvement de non-violence. Donc, parmi nous, il y a des infiltrés pour semer la casse. Et si on cassait, personne ne gagnait dans les casses. Il fallait se calmer et voir comment s'organiser pour mieux résister. Parce que l'objectif pour nous, là, c'était le 30 à l'Assemblée nationale. Voilà. Mais les jeunes ont commencé à attaquer la barrière de la police derrière. Ça a dégénéré, ils ont commencé à tirer. Bon, les gars ont commencé à fuir, quoi. C'est ça. On vous dit, il ne faut pas la provoquer. Il ne faut pas la provoquer, ce sont des frères. Vous avez quel problème? Mais il faut que c'est sérieux, il fallait pas fuir. Qui vient? Vous avez fui? Personne derrière moi. Organisons-nous. Personne et le ballet citoyen est content ici. Le gouvernement invite la classe politique et l'ensemble des populations à s'investir davantage dans la sensibilisation des jeunes afin qu'ils fassent preuve de sagesse et de culture citoyenne pour s'inscrire dans le sens de nos traditions de paix et de dialogue. Le gouvernement appelle les populations au calme, au respect de la différence d'opinion et à privilégier les voies de manifestation démocratiques et républicaines. En fin de journée à Bobo Dioulasso, des jeunes réussissent à déboulonner la statue emblématique de Blaise Compaoré. Image peu glorieuse pour l'homme fort, ambiance d'une fin de règne imminente. Juan Gomez. À Ouagadougou, au Burkina Faso, des centaines de milliers de personnes sont descendues hier dans la rue pour dénoncer un projet de révision constitutionnelle. Je vous rappelle que le pouvoir cherche à modifier l'article 37 de la Constitution qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. L'objectif étant donc de permettre à Blaise Compaoré d'être à nouveau candidat l'année prochaine. D'ailleurs, le texte sera examiné demain à l'Assemblée nationale. En tout cas, l'opposition... Après la marche historique de la veille, le gouvernement se réunit en conseil de ministres comme si de rien n'était. Et pourtant, tous les signaux sont au rouge. Chez nous, il y a un adage qui dit « Quand l'âne va vous terrasser, vous ne voyez pas ses oreilles ». Et c'est le cas de figure, parce que le gouvernement, malgré toutes les alertes que les uns et les autres leur ont portées, que ce soit de l'extérieur comme de l'intérieur, disait toujours au président Compaoré que tout était sous contrôle. Malheureusement pour eux, ils n'avaient pas le bon jugement sur la réalité du terrain. Et j'ai dit que tout être humain qui a vu les images, qui a vu le monde déferler dans les rues de Ouagadougou le mardi 28 octobre 2014, pouvait revenir à la raison et se ressaisir. Malheureusement, comme le destin avait prédit que c'était leur fin, ils se sont engagés donc dans une voie sans issue. Et c'est ça qui les a amenés donc dans cette situation, eux et le président Compaoré. Même les syndicats, un peu en retrait depuis la montée en puissance des partis d'opposition, rentrent dans la vague des manifestations. Leur marche-meeting de protestation dénonce la réforme du système éducatif.
Mais en réalité, c'est la question de l'article 37 qui est sur toutes les lèvres. Notre campagne sur l'éducation se déroule en effet dans un climat politique national plus que tendu. Depuis le 21 octobre dernier, le gouvernement a pris la grave décision d'enclencher un processus de révision de l'article 37 de la Constitution en vue d'assurer 15 années supplémentaires au moins à Blaise Compaoré. Pourrions-nous accepter cela? Dès l'après-midi du 29 octobre, un dispositif sécuritaire impressionnant se met en place autour de l'Assemblée nationale. Le centre-ville de Ouagadougou est quadrillé par les forces de l'ordre. Une rumeur fait cas de la présence de forces étrangères, notamment des mercenaires togolais. Le centre-ville de Ouagadougou se vide. Pour des raisons de sécurité, les députés de la majorité sont internés à Azalaï Hôtel Indépendance, à quelques pas de l'Assemblée nationale. Ils y passent la nuit en attendant le jour du vote. On savait très bien que les députés dormaient à l'hôtel Azalaï et que l'hémicycle sera gardé à 1 kilomètre à la ronde, sécurisé. Bon, c'est des foutaises quand même, c'est-à-dire c'est pour rendre les gens plus agressifs. Et moi j'étais très content. Quand il fait comme ça, ça montre jusqu'où il est têtu. Au départ, lorsqu'on est arrivé, ils étaient tous là, presque tous dans le hall et puis au bord de la piscine. C'était plus facile, on s'est juste assis et on a prêté l'oreille aux différentes conversations. C'était vraiment plus calme. Ils étaient vraiment à l'aise, il y avait qui buvaient de la bière et ça causait, ça riait, ça tapotait, ça causait vraiment entre amis et entre potes. Lorsque maintenant on est rentré, on a rejoint notre chambre vers 20h, 21h, on est redescendu. Là c'était plus calme, on sentait plus que... En même temps, avec la nuit tombée, on entendait plus le bruit des manifestants qui se rapprochaient. On entendait les grenades lacrymogènes, le ditanier qui était chanté par les manifestants, les bruits et tout. Donc, l'ambiance était plus tendue. Étant à l'hôtel aussi, on passait, on recevait peut-être 100 coups de téléphone. Le téléphone sonnait. Des amis que tu as oubliés même, que tu ne vois même pas, des gens, ça fait 20 ans que vous êtes vus. Puisque notre portable était sur Internet, il t'appelle, il dit « Ah, Diko, tu te rappelles, on a fait le Zenda ensemble. Et il faut voter non, hein, que je compte sur toi. » Et d'ailleurs, je ne voulais pas sortir de ma chambre parce que, bon, je priais et j'avais la peur au ventre parce que il y avait des gaz lacrymogènes qu'on sifflait, on entendait des tirs comme ça. Je pense qu'il y a rare de députés qui ont pu dormir la nuit du 30. Il y a rare de députés. Ça tirait partout, on était inquiets. Nous, on priait Dieu d'aller à l'hémicycle et puis que ça se termine dans la paix et puis chacun va peut-être rentrer chez lui. Mais ce n'était pas évident. On savait aussi que l'hémicycle était encerclé et l'équation là, mais comment on allait faire pour rentrer chez nous? Voilà. Moi, je pensais au moins en hibernation à l'hôtel pendant une semaine. Hein, parce que je ne vois pas comment on allait pouvoir rentrer chez nous. Non loin de l'hôtel et durant toute la nuit, les jeunes et les forces de l'ordre s'affrontent. Et lorsque nous sommes arrivés au rond-point des Nations Unies, on avait déjà vu un dispositif de la CRS qui était là. On sait tous pourquoi on est là. On sait tous pourquoi on est mobilisé. C'est pour que Blaise Compaoré et son gouvernement retirent le projet de loi qui veut modifier l'article 37. Entre-temps, le chef des opérations de la CRS, en tout cas de la sécurité qui était là, nous a approchés pour nous demander de libérer les lieux. Nous avons dit que non, c'est un espace public. Habituellement, les mendiants dorment ici. Habituellement, quand nous passons ici à des heures indues, on voit des filles des trottoirs qui sont alignées. Ben, il n'est pas quand même indécent quand même que des populations, des citoyens décident librement de dormir dans cette rue-là. Alors pourquoi est-ce qu'on veut les déranger? Et quand je me suis retourné pour aller passer le message au grand groupe qui était derrière nous, j'ai entendu une détonation. On commençait à gazer.
Les échos de la répression parviennent jusqu'au couloir de l'hôtel où les députés de la majorité peaufinent leur stratégie pour le vote. Discrètement, un front de refus se dessine parmi eux. Pas question d'accepter le diktat qui leur est imposé. Il y avait ceux qui étaient à 100% pour, on y va, vaille que vaille. Et ils étaient pressés même, ils se disaient, bon, est-ce qu'on ne va pas le faire même à 5 h du matin, rapidement pour repartir. Il y a aussi ceux qui étaient farouchement contre, mais qui n'arrivaient pas, qui étaient dans la confidence qu'ils avaient confiée, être frustrés, être quelque part bloqués, puisque selon certaines indications, dans la nuit même, ils ont eu à recevoir une visite présidentielle. On n'a pas pu vérifier ça malheureusement, mais ils ont eu une réunion en fait vers 21h, 21h30. Tous les députés qui étaient logés à la salle, ils ont eu une réunion. Malheureusement, on n'a pas pu assister à la réunion. Donc, on ne sait pas exactement si le président a pu venir les rendre visite ou pas. Dans la nuit du 30, les députés, les responsables des chefs de parti ont rencontré les groupes parlementaires. Mais c'était juste pour les consignes de vote, comme d'habitude. Mais là, c'est encourager aussi les gens par rapport au choix. Et voilà, d'autres ont pris la parole pour dire que on allait marquer l'histoire. Ça, c'est le cas d'Alain Yoda. Mais maintenant, la question que je me pose, mais dans quel sens on a marqué l'histoire? Est-ce que c'est positivement ou négativement? « 30 octobre, jour de vote de la loi, jour de tous les dangers. » Le 30, quand je me suis réveillée, tout le long de l'insurrection, on va dire, la période de désobéissance, à aucun moment je n'ai ressenti vraiment de la peur. C'est vrai que quand on voit les CRF, on se croit dans un film. Mais le 30, je reconnais que quand je me suis réveillée, mes membres, rien ne bougeait. Je me disais, Allah. Très tôt le matin, les manifestants se dirigent vers l'Assemblée nationale où les députés doivent voter la loi controversée à 10 h. En arrivant déjà sur le terrain, en fait, au niveau de Kwame Nkrumah, là on s'est rendu compte qu'en fait là ça n'allait pas être du jeu, quoi. L'ennemi c'est bien, c'est pas nous. Vous êtes nos grands frères. Vous êtes nos grands frères. Appelez-vous. Il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de panique. On ne veut même pas nous laisser approcher, et même des petits groupes. J'étais pratiquement seule en train de marcher quand j'ai ressenti déjà quelque chose de chaud me passer sous la jambe et puis elle est tombée avec un bruit assourdissant. Mais j'ai cru devenir folle. Moi, je pensais qu'on m'avait même tiré dessus, que j'étais morte déjà et tout. J'ai commencé à... Tout ce que je tenais, j'ai balancé. Et je me suis dit, mais attends, où même je vais courir? La route est tellement droite que je me suis mis à rentrer dans les dédales et j'ai découvert des quartiers que je ne connaissais pas déjà dans cette zone. Pendant que les manifestants jouent au coude pour atteindre le siège du Parlement, les députés de l'opposition doivent relever un autre défi. Être à temps à l'hémicycle pour le vote. Nous nous sommes préparés au combat. Et nous avons instruit nos députés qui partaient qu'ils y partaient avec, pour le mot d'ordre, la patrie ou la mort. C'est-à-dire que soit on sortait vivant, soit on sortait mort, mais en tout état de cause, nous allons nous opposer, y compris par des coups de poing, à ce que cette plénière-là se tienne. Excellence. Les partis de la majorité ont eu leurs députés internés
à l'hôtel Azalaï Indépendance. Et nous, les autres députés, nous étions des laissés pour compte. Et il fallait qu'on se débrouille pour arriver à l'hémicycle. Parce que comme vous saviez, la règle est que une fois que la séance est ouverte, on fait la session, on dit l'Assemblée nationale est en nombre pour délibérer, tout se décide. Si vous êtes absent, vous n'êtes pas absent, ça n'a pas d'importance. Donc il fallait qu'on soit là. Pas trop. Merci, merci. L'Assemblée nationale était déjà plus ou moins sous pression. Et d'ailleurs, l'arsenal militaire qui a été installé avec des chars témoigne de ce qu'il y avait une véritable panique au niveau du pouvoir. Dans la foulée, on avait, avant d'ailleurs, dit aux uns aux autres, tout va arriver, tout peut arriver. Mais ce qui était important, il y a des gens qui vont mourir, mais nous devons avancer parce qu'on savait aussi que si nous échouons, c'est que le bouquin n'était plus pour nous. Faut filmer ça là, c'est ceux qui sont partis laisser. C'est pas. Ce sont les balles blanches là. Faut bien filmer. Et je peux vous dire que malgré les tirs, c'est comme si on avait donné, je ne sais pas, un excitant à la foule. Et malgré ces tirs-là, les gens devenaient de plus en plus décidés, excités. Et ça devenait, bon, je ne vais pas dire plus intéressant, mais ça devenait quand même, je ne sais pas le mot, mais c'était vraiment quand même quelque chose qui nous amenait à avancer davantage. On nous poursuivait de partout, à gauche, à droite. Il y a des moments où on nous encerclait, on nous gazait. Je voyais des gens qui saignaient. À un moment donné, il y a une des bombes qui a arraché pratiquement le nez de mon voisin. Il y a un autre qui l'a reçu en pleine poitrine. Et moi-même, je saignais du nez et tout. Mais à aucun moment, on a laissé quelqu'un par terre. Même quand tu avais l'impression qu'en t'arrêtant, les gens ils te rattraperaient plus facilement. Je n'ai vu à aucun moment qui que ce soit laisser qui que ce soit en arrière par terre. Donc nous sommes venus essayer de manifester pacifiquement, montrer à la face du monde entier que les vrais bourreaux, ce sont eux, c'est l'État burkinabé, c'est Blaise Compaoré, et c'est la majorité présidentielle. Nous sommes des citoyens pacifiques qui utilisent le droit constitutionnel à manifester et à la désobéissance civile à l'article 167 du Code de la Constitution. Nous sommes arrivés plus tôt que les manifestants. Nous avons d'abord visité l'hémicycle, c'est-à-dire la grande salle, qui était pratiquement vide. Il n'y avait que quelques techniciens qui étaient à l'arrière. On s'est retiré vers 8h30 dans notre bureau, c'est-à-dire dans le bureau du groupe parlementaire. Et c'est là, par téléphone, nos militants nous informaient donc de l'avancée des manifestants sur l'Assemblée nationale.
ça tirait, j'ai entendu en dehors une DCA qui a tonné. Ah, j'ai dit, mais si c'est ça, je pense qu'il n'y aura pas d'élection. Hein. Mais moi, dans mon cœur, j'ai dit Dieu merci. Alhamdulillah. Wallahi. Je dis en tout cas Dieu merci. Au moins, nous, on a la vie sauve. Le vote n'aura pas lieu, chacun va s'occuper d'autres choses. Vers 8h40, alors moi personnellement j'ai reçu un coup de fil d'un de mes militants qui me dit « Maître, ça y est, nous venons de franchir la dernière barre, l'Assemblée nationale est prise d'assaut. » Des forces de l'ordre et à leur gaz lacrymogène, on a réussi à les repousser et l'Assemblée nationale a été prise. Les bâtards de députés ne sont pas ouverts, mais nous allons les chercher. Nous allons les chercher. Même le président de l'Assemblée nationale se mettait à courir. On voyait les députés de l'ADR, RDA qui étaient nos voisins courir à queue leu dans le couloir. Bon, moi je suis sorti à la rencontre donc de la foule. Nous l'attendons pour la plénière. Mais si le peuple a libéré l'Assemblée, nous sommes fiers de ce peuple-là. Nous sommes fiers de ce peuple. Nous sommes fiers de ce peuple. Ce peuple verse son sang pour la liberté. La liberté. La liberté. Nous, on nous a dit de rentrer dans un bus. On a pris un bus qui nous a amenés à la gendarmerie. Et de la gendarmerie, on est resté là-bas. Et on a vu le feu. De la gendarmerie, on voyait le feu au sein de l'hémicycle. Et j'étais avec mon parent à plaisanterie Boyensa. Je l'ai tapoté comme ça. J'ai dit, Boyensa, tu as vu ce qui s'est passé? Il dit, vraiment, c'est qu'on craignait allait arriver. C'est l'Assemblée, la fumée là où ça sort, ça c'est l'Assemblée. Nous ne dormons pas. Nous avons alimenté des foyers de rébellion dans tous les quartiers et sur le site du rond-point des Nations Unies et la place de la Révolution. Et ce matin, nous avons quitté depuis le rond-point du 2 octobre, rassembler le monde pour faire tout le tour et revenir passer par ici pour obliger les CRS à nous laisser le passage. Je pense que l'armée, à un moment ou à un autre, sera avec nous et elle est déjà avec nous. Seule la lutte libère, ça veut dire tout, ça résume tout. Et le docteur Martin Luther King aussi l'avait dit, les opprimés ne demeurent pas dans l'oppression à jamais. Il leur vient toujours un jour où ils ont besoin de liberté et savent que cette liberté, ils peuvent la conquérir. Il a bien dit la conquérir et non l'acquérir. Parce que la liberté ne s'acquiert pas. Elle se conquiert au bout de lutte âpre. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui c'est un grand jour. C'est un jour historique pour le peuple burkinabé. C'est aujourd'hui que l'histoire du peuple se joue. Non, on va aller à Kosia, on va aller à Kosia. L'Assemblée nationale incendiée, une partie de la foule se dirige vers la télévision nationale qui à son tour est saccagée. Allô, tu m'entends non? Voilà, ici on a fini de brûler l'Assemblée nationale, là nous sommes à la TNB.
l'Assemblée nationale a été littéralement envahie, mis à sac. Nous n'avons plus où se trouvent les dispositions de l'article 161 et suivant de la Constitution. Et la prochaine étape, c'est libérer Kosiam. D'autres manifestants veulent rallier l'Assemblée nationale. Ils sont bloqués au niveau du domicile de François Compaoré. Le frère cadet du président est terré chez lui sous haute protection de la garde présidentielle. Ceux qui devaient venir du côté de la pédiatrie étaient bloqués parce qu'eux, ils voulaient passer rendre visite à François avant de continuer pour venir vers le centre. Et il y a eu le blocage. Là, il y avait des tirs à balles réelles. Ne courez pas! Ne courez pas! Ne courez pas, les gars! J'ai appelé justement les services, la gendarmerie, en l'occurrence pour dire on est en train de nous tirer avec des balles réelles. On m'a dit non, j'ai dit oui. Le colonel a voulu insister, je lui ai dit mais tu es malade, mon petit. C'est sur moi qu'on tire là. Les gens sont blessés ici. Et on m'appelle pour dire qu'il y a déjà un cadavre. J'ai dit moi très bien, comme tu doutes là, il y a un cadavre là qu'on a ici entre les bras. Comment on fait? Finalement, François Compaoré et ses gardes du corps s'échappent en tirant sur la foule à balles réelles. Derrière eux, des corps sans vie de jeunes manifestants. Mes chers compatriotes, peuple du Burkina Faso, il y a de cela quelques instants, l'opposition politique avait exigé le retrait pur et simple de la loi scélérate portant modification de l'article 37 et l'abstention du président Blaise Compaoré à toute initiative touchant à la Constitution. Depuis lors, les choses ont dramatiquement évolué. Les informations qui nous parviennent font état de ce que des dizaines de morts jonchent le territoire de notre capitale et le pays. Face à cette escalade barbare, l'opposition politique, ici solennellement au nom du peuple, exige la démission pure et simple du président Blaise Compaoré. Les manifestants le sentent. Le pouvoir a basculé, le rapport de force est en leur faveur. Une grande foule se met en marche, direction le palais présidentiel de Kosiam. Ils n'y arriveront jamais. Ils sont stoppés par la garde personnelle de Compaoré, le régiment de sécurité présidentielle. Nous avons pris effectivement la voie et nous avons marché jusqu'à l'hôtel Palace. Et c'est à partir de là que nous avons été interceptés par le régiment de sécurité présidentielle. Il y avait des tirs et c'est là que nous avons demandé aux manifestants de lever les mains pour dire que nous n'étions pas armés. C'est sous le coup de balles d'ailleurs que nous avons perdu les 3 premières personnes là-bas également. Alors, donc déjà, le mal était déjà là. Il fallait également avancer là-bas. Nous sommes, vu la détermination, le RSP s'est retiré vers Libya, Laïko, et nous avons continué à avancer. Donc on a avancé jusqu'à BF1, et ça part de BF1 que, bon, il fallait maintenant prendre le dernier tournant pour atteindre Kosiam. Et nous nous sommes positionnés à ce niveau, et Kosiam était en face. Le général Gilbert Djendjéré, chef d'état-major particulier de la présidence, vient pour négocier une trêve avec les manifestants. Il propose aux leaders du mouvement d'aller directement rencontrer le président Compaoré. Quand nous sommes arrivés, on nous a accueillis d'abord dans un premier salon, on était assis. Après, on est monté, deuxième salon, et c'est au troisième salon que je crois que le président lui était là. Il était là arrêté, il nous attendait. Voilà. J'étais à quelques mètres de lui, l'homme fort, celui qui, voilà,
les gens sont morts, il n'y a pas de traces, on ne comprend pas. Voilà, c'est lui, j'étais en face de lui. Alors, il me fallait quelque temps d'abord pour me ressaisir, pour m'assurer réellement que c'était Blaise Compaoré, vous comprenez? Et que bon, c'est soit moi, Hervé, qui soit en face de ce monsieur dont on a tant vanté les choses, et, voilà, pour lui dire qu'il doit quitter le pays. Vous comprenez que ce n'était pas aussi aisé que ça, en fait. Donc, il nous est arrivé, il nous a demandé, et, bon, en fait, disons qu'il nous a invités à nous asseoir, s'assit, et puis, bon, il est venu sur sa façon, bon, c'est sa façon à lui de parler. Il nous a dit que, bon, de toute façon, lui, il est prêt il a retiré le projet de loi, il est prêt à laisser le pays à un président démocratiquement élu, voilà, et tout ça. Bon, mais il était trop tard pour nous, parce qu'il y a eu déjà du sang versé, des gens sont morts, donc on ne pouvait plus parler de pays, remettre un pays stable à quiconque. Nous voulons seulement son départ. Dans les coulisses, d'intenses tractations ont lieu. On manœuvre pour le maintien du président. Compaoré lui-même pense que tout n'est pas encore perdu. Dans une dernière tentative pour se maintenir, il s'adresse à la nation. Mon responsable à l'information a reçu, je dirais, un appel de la direction de communication de la présidence du Faso qui demandait à Canal 3 d'envoyer un journaliste pour la déclaration du président du Faso. Parce qu'il faut aussi préciser qu'en ce moment, la télévision nationale ne fonctionnait pas, donc il fallait un journaliste de Canal 3 pour prendre cette déclaration-là. Avant déjà d'arriver au palais présidentiel, il y avait 4 barrages. Le premier barrage était tenu par la gendarmerie et les 3 autres étaient tenus par, je dirais, le régiment de sécurité présidentielle. Et au fur et à mesure qu'on approchait le palais, il faut dire que le déploiement était assez important. Et c'était ma première fois que je voyais cela. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, il y a des instants dans la vie des peuples et des nations où le silence est plus expressif que la prise de parole. J'ai couvert beaucoup d'audiences au palais présidentiel à Kossiam, mais ce jour-là, c'était la première fois que je voyais le chef de l'État dans la mine qu'il présentait. Il avait une mine assez grave. Et aussi, il avait les traits du visage assez marqués. Il montrait l'aspect physique de quelqu'un qui était très fatigué. Et cela se sentait au niveau de la voix. Pour ceux qui le connaissent, c'est un monsieur qui ne parle pas assez fort, mais ce jour-là, on avait vraiment du mal à l'entendre. Il avait la voix vraiment cassée, la voix enrouée. Et comme pour la petite histoire, il faut dire qu'on a fait cette déclaration à 2 prises. Pour la première prise, on ne l'entendait pas du tout. Il y avait beaucoup d'émotions, la voix qui était enrouée. Et à la fin, c'est lui-même qui a proposé et il nous a demandé s'il pouvait reprendre une deuxième fois. Les manifestations violentes qui ont endeuillé et plongé notre peuple dans la stupeur n'honorent pas le pays des hommes intègres, mais j'ai entendu le message, je l'ai compris et pris la juste mesure des fortes aspirations au changement. Aussi, je voudrais présenter mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées et souhaiter un prompt rétablissement aux nombreux blessés. En ce qui me concerne, je reste disponible à ouvrir avec vous des pourparlers pour une période de transition à l'issue de laquelle je transmettrai le pouvoir au président démocratiquement élu. En ce tournant décisif de la marche de notre pays, j'appelle toutes les parties à mettre en avant... 21h, j'entends l'hymne national, chers compatriotes, je vous ai compris. Mais ils n'avaient rien compris en fait. Donc du coup, je me suis mise à masser mes jambes parce que je savais que le lendemain, il faudrait sortir encore. Blaise, avec probablement aussi la bienveillance d'un certain nombre de puissances occidentales, pensait qu'il allait pouvoir toujours, en renonçant à la révision de l'article 37, continuer au moins jusqu'à la fin de son mandat. Donc, il était dans cette illusion-là. Et puis, les choses se sont compliquées dans la nuit, après son discours, justement. Il a compris par la réaction de rejet total. Tous les gens ont refusé d'abord de respecter le couvre-feu, ont refusé comme on appelle, d'abdiquer ou en tout cas d'obtempérer à son mot d'ordre de l'état de siège. Et tous ces éléments-là
ont montré finalement qu'il n'avait plus la maîtrise de la situation et que la seule chose qui lui restait, fallait qu'il démissionne. Et même que beaucoup de ses partisans pensaient, notamment au niveau du RSP, pensaient que mieux valait couper la gangrène que de mourir avec le cancer. Benewende Sankara, bonjour. Bonjour. Qu'avez-vous pensé de l'allocution télévisée de Blaise Compaoré? Vraiment ridicule. Hein. À la limite, Blaise Compaoré n'a pas encore appris la leçon. Je crois que Compaoré est en train de ruser avec le peuple burkinabé. Nous attendions ce message où il allait effectivement dire qu'il a compris et qu'il rendait sa démission pour soulager le peuple burkinabé. Mais Blaise Compaoré veut purement et simplement avoir du temps. Visiblement, le discours du président est mal perçu par les Burkinabés. Le 31 octobre, la contestation reprend de plus belle avec un seul mot d'ordre. Blaise dégage. Aujourd'hui, les aspirations profondes des masses populaires, ce n'est rien d'autre que l'exigence du départ immédiat sans condition du président Blaise Compaoré. Il doit partir. Plus quart de siècle, il n'y a que martyriser les négociations. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Nous allons continuer à faire la pression jusqu'au départ définitif du président Compaoré de la présidence, mais que tout le monde arrête les pillages, les violences, les destructions, le vandalisme, les incendies, ça n'a pas de sens. Les dignitaires du clan Compaoré de la majorité présidentielle sont pris pour cible. Leurs domiciles et entreprises sont incendiés et pillés. La colère des populations se concentre surtout sur la maison de François Compaoré. Vive la victoire! La patrie ou la mort! La patrie ou la mort! On l'a vu! On l'a vu! Le président Compaoré avec sa femme. Voilà sa jupe. Jupe de sa femme là. Voilà, on met ça dans le feu. On met ça dans le feu. Voilà. Nos maisons ont été incendiées par des hordes de loupards. Donc, c'est la première fois au Burkina, dans toute l'histoire politique de notre pays, donc depuis la période coloniale jusqu'à maintenant, qui a connu de fortes contestations politiques. C'est la première fois que de façon aussi systématique, des actes de violence sont exercés directement envers des personnes pour leur position politique, Il y a eu, surtout après les épisodes révolutionnaires ici, le coup d'État, la révolution, tout ça, il y a eu des règlements de compte. Les gens se sont tués, le plus souvent entre militaires d'ailleurs, pour des raisons et dans des circonstances qui, en ce qui me concerne, demeurent tout à fait floues. Mais on n'a jamais eu, de la part de groupes politiques, l'usage systématique de la violence à ce point-là. Les gens dont les maisons ont été brûlées, ce ne sont pas tous des gens qui occupaient des positions éminentes dans le système gouvernemental, ni même dans l'économie. Souvent, c'était de simples conseillers municipaux de leur arrondissement, mais juste qui étaient affichés comme militants actifs du CDP. Pendant que Ouagadougou sombre dans le chaos, le président est retranché au palais, protégé par une partie de l'armée qui lui est restée fidèle. La foule s'attroupe devant l'état-major général des armées. Une seule exigence, le départ immédiat de Blaise Compaoré. Entre fidélité au maître et pragmatisme, l'armée hésite. On voudrait vous passer cette information. Moi, je suis dehors pour rester et parler avec vous. J'ai mon frère Spoki qui est dedans, avec le chef d'état-major. Alors, nous sommes sortis aujourd'hui avec un seul objectif, c'est Blaise dégage. Alors, s'il se concerne dedans, et s'il sort
Si les militaires refusent de prendre leurs responsabilités, nous on ne va plus attendre les militaires, on va les approcher en main. On ne fait pas le départ d'un chef d'État en 30 secondes. Hein. Forcément, il y a des discussions, des conciliabules, il y a des préparatifs, etc. Et puis, on n'était pas le seul acteur en ligne, donc il y avait plusieurs acteurs, donc ça fait que ça peut avoir... Dans d'autres pays, ça dure plus que ça. En Égypte, Moubarak est parti au bout de comme des jours. Voilà. Donc, l'essentiel était que le résultat que l'on cherchait soit obtenu. Au début, l'idée était de parler à l'armée en tant qu'institution. Mais il est apparu très vite que cette armée était divisée. Bon, et c'est là où il y a eu quand même un choix qui est de dire, s'il y a une composante qui a la force dans l'armée et qui s'impose aux autres, bon, c'est peut-être celle-là qu'il faut choisir et s'adosser à elle pour réussir la transition. Parce que si ce n'est pas elle, ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. L'armée a dit qu'il a entendu le peuple, il a compris le peuple et il a décidé d'aller dans le sens du peuple. Oui. Ça veut dire ce que ça veut dire. Blaise Compaoré n'est plus président du FAFO. Quand la nouvelle est tombée que Blaise venait de rendre sa démission, on était encore devant l'état-major de l'armée. Et c'est à moi, je ne sais pas pourquoi, c'est à moi que les gars ont demandé d'annoncer ça au peuple qui était là. Mais j'étais moi-même tellement heureux d'apprendre que Blaise venait de rendre sa démission et de pouvoir passer le message aux gens qui étaient là. Donc j'ai dû traverser la foule de l'état-major jusqu'ici. Puisque plus j'avançais, j'avais le mégaphone pour dire aux gens, la bonne nouvelle est tombée, Blaise vient de rendre sa démission. Il y a des gens qui ne me croyaient pas. Finalement, vers midi, le président Compaoré, dans un cortège impressionnant, prend la fuite en direction de la frontière ghanéenne. L'armée française va l'exfiltrer à Yamoussoukro, en République de Côte d'Ivoire. Oui, allô? Y'a ça, hein? Ouais, t'as vu? Hein? Eh! Eh, n'a pas la conne, y'a autre qui est à l'eau, toi. Hein? Y'a bien, vous autres? Hein? Ah, on a chicoulé avec. J'ai dû écraser une larme de fierté, de savoir que toute cette lutte-là n'a pas été inutile et qu'au bout du compte, elle a payé. Mais sur le sang et la sueur de Burkinabés qui sont tombés les armes à la main. Mais pour nous, c'était le couronnement de tant d'années d'efforts, de lutte inlassable. C'était un moment. Blaise venait de démissionner. Non mais oh là là, man. Rastafari, c'est pas vrai quoi. C'était exceptionnel. 31 octobre, vendredi 31 octobre, j'ai plus dit, il était quelle heure encore là? Il était à peu près 12 h, passé 13 h. Blaise a fui avant la prière du vendredi. Ça au moins, ça je m'en souviens. Ça je m'en souviens. Il n'a même pas eu le temps de faire salam alaikum. Voilà. Si le monde sur le pouvoir, ils n'ont qu'à regarder la jeunesse. Ils n'ont qu'à veiller sur la jeunesse. Il reste pour nous. En Afrique, on n'accepterait plus ça. Ouais, c'est fini. C'est la victoire qui gagne le pouvoir. La victoire qui a gagné. Tu as les pires. Si on t'avait donné, tu allais le mettre. Tu allais arracher. Le peuple l'a arraché. Moi, je pense qu'on a échappé belle. Hein. Si l'insurrection avait duré plus de 48 heures, la situation allait devenir ingérable et Blaise allait forcément les choses à main. Parce qu'il y avait tellement de forces qui avaient intérêt à son maintien que ces forces-là auraient pu se mettre en branle. Elles n'ont pas eu ce temps-là, malheureusement. Blaise Compaoré est parti. Après 10 jours de vives tensions et de contestations, le pays n'est pas tombé dans le chaos. Les Burkinabés tournent la page de l'ère Compaoré. La lutte est aboutie, donc nous demandons à la jeunesse de libérer les voies pour que la vie puisse reprendre son cours normal
et que Blaise n'est pas raison quand il dira qu'après lui, ça sera le chaos. Nous allons lui démontrer que le Burkina continue de vivre après Blaise Compaoré. La société civile, les partis politiques et l'armée s'accordent pour mettre en place un pouvoir de transition en attendant la tenue de nouvelles élections. Entre Burkinabés, nous nous sommes retrouvés et nous avons donc su, en moins de 15 jours de crise qui pouvait virer à la catastrophe, en moins de 15 jours, les Burkinabés ont trouvé une solution à leurs problèmes. Et ça, je pense que nos amis de l'extérieur, nos amis de la communauté internationale nous tirent le chapeau. Comment nous y sommes arrivés? Je le dis avec insistance. Le Burkina Faso, les Burkinabés vivent sur un socle culturel qui est fait de pardon. Nous savons pardonner et nous pardonnons même très vite, mais nous n'oublions rien. Cette sorte de harcèlement qu'il y a autour de nous à demander, à attendre qu'on prenne une position de demande de pardon. C'est pas mon tempérament. On demande pardon quand on commet une faute contre la morale, contre la religion. On demande pardon. Quand on prend une position politique, même si elle n'a pas été heureuse, même si elle a été rejetée par la population, on ne demande pas pardon, on l'assume et on avance. Le CDP n'a posé aucun acte qui va à l'encontre de la Constitution. J'invite n'importe qui à venir me démontrer le contraire. Le CDP n'a jamais appelé qui que ce soit à aller brûler chez quelqu'un. Le CDP n'a jamais demandé à quelqu'un de manifester, d'aller brûler l'Assemblée nationale. Et on ferait le meilleur culpa sur quelle base? Revenir sur les lieux, comment ça s'est produit, etc. On revoit un peu tout le film. Et puis on se dit que finalement, on se rend compte de la folie des hommes, notamment ceux-là qui nous dirigent. Ben écoute, tout a été saccagé, démonté. Même le carrelage, tu vois pas. Même le carrelage a été brisé. Non. Bon, le béton, c'est peut-être le feu, je ne sais pas. C'est pour ça qu'il faut le garder tel quel. C'est pour ça qu'il faut, marquer, effectivement, marquer la mémoire collective. Vous voyez, ça peut être un espace où on prend des décisions importantes pour le développement d'un pays, pour le bien-être des populations, mais ça peut être aussi ce carnage que vous voyez là, sous vos yeux. Donc les députés sont responsables finalement des décisions qu'ils prennent au nom de tout un peuple. C'est soit ils engendrent le chaos, soit ils engendrent le bien-être, ce pourquoi ils ont été mandatés.
qu'ils engendrent le bonheur des citoyens tout simplement. Il est bien que pour la postérité, ces lieux-là restent en l'état, comme ils sont. Transformer l'Assemblée en musée, on sait que pour les générations futures, là, ça va servir. On veut travailler l'architecture de façon à ce que la nouvelle Assemblée soit jumelée à ce musée-là en question, et de façon à ce que nos honorables députés soient obligés de traverser le musée pour avoir accès à leur bureau, de façon à ce que ça reste définitivement un exemple, l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Loi numéro 432, pour, contre. La loi est adoptée. Nous sommes un peu dans l'expectative, dans la prudence. Même si on est content de ce qui s'est passé, ce n'est pas encore le moment, voilà, de crier au voyer, quoi. Nous allons fêter après que nous ayons eu un président civil démocratiquement élu. Que le président qui est élu soit accepté de tous et que le Burkina Faso donne définitivement un bon exemple au reste du monde. Que le Seigneur, à travers son amour, ses grâces, visite tous les cœurs, tous les esprits, tous les foyers. Et c'est avec vous comme ça. De nombreux morts, une assemblée incendiée, plusieurs domiciles et entreprises détruits. Lourd bilan certes, mais au pays des hommes intègres, on reste optimiste. Le changement est enfin possible.